Tout a commencé le week-end dernier. Je suis un peu du genre à aimer les activités de plein air, rien d'extrême, juste quelqu'un qui aime l'air frais et la paix que procure le fait d'être entouré par la nature. J'ai quelques sentiers préférés près de chez moi, et il y en a un que je n'avais pas fait depuis un moment, un peu à l'écart des sentiers battus, parfait quand on a besoin de se vider la tête. Le sentier lui-même est assez isolé. C'est l'un de ces endroits que tout le monde ne connaît pas, et c'est justement pour cela que je l'aime. Je me suis dit que j'allais y passer la journée, préparer un petit déjeuner, apporter mon journal, bref, me débrancher un peu. Je suis donc parti tôt, le soleil du matin commençant à peine à percer les arbres, projetant une lumière dorée qui faisait ressembler la forêt à un conte de fées. Je me sentais plutôt bien, perdu dans mes pensées, profitant du calme. Au bout d'une heure environ, j'ai atteint une bifurcation sur le sentier. J'ai fait cette randonnée plusieurs fois et j'ai toujours pris le chemin de gauche. Mais ce jour-là, quelque chose m'a fait hésiter. Peut-être était-ce la façon dont la lumière frappait l'autre chemin, ou peut-être était-ce simplement de la curiosité, mais j'ai décidé, pourquoi pas. C'est un bon jour pour partir à l'aventure, n'est-ce pas? C'est là que les choses ont commencé à devenir bizarres. Le chemin était un peu envahi par la végétation, comme si personne ne l'avait emprunté depuis longtemps. Mais je n'y ai pas prêté attention. J'étais plutôt excité à l'idée d'être dans un nouvel endroit. Les arbres étaient plus épais, ici, et le sentier lui-même était plus étroit, plus accidenté. Je devais faire un peu plus attention à ce que je faisais, mais encore une fois, j'étais dans le coup. J'avais l'impression d'être un véritable explorateur. Mais au bout d'une vingtaine de minutes, j'ai commencé à remarquer des choses qui ne me convenaient pas. Tout d'abord, j'ai senti une légère odeur, quelque chose d'anormal. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être juste l'odeur de la forêt, vous savez, les feuilles en décomposition et tout ça. Mais c'était différent, c'était métallique, presque. J'ai continué à avancer en essayant de me débarrasser du malaise qui me montait le long de la colonne vertébrale. Mais j'ai commencé à voir des choses, des petits signes que quelque chose n'allait pas. Je parle d'objets éparpillés au hasard sur le chemin, comme une vieille chaussure, un morceau de tissu déchiré, une gourde rouillée. Ils n'avaient pas l'air d'être là depuis longtemps, mais ils n'étaient vraiment pas à leur place. Je veux dire, qui laisse des choses comme ça? J'allais faire demi-tour quand j'ai entendu un bruissement dans les buissons devant moi. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait peut-être d'un chevreuil ou d'un autre animal, mais j'ai ensuite entendu le bruit indéniable de pas, lents et délibérés. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose en moi savait que je ne devais pas être là. Je voulais faire demi-tour, mais mes pieds continuaient d'avancer, comme s'ils étaient en pilotage automatique. J'ai pris un virage sur le sentier et c'est là que je l'ai vu. Ce type, on aurait dit qu'il n'avait pas pris de douche depuis des semaines. Les vêtements sales et déchirés, les cheveux emmêlés. Il était accroupi sur quelque chose, et quand il a levé les yeux vers moi, ses yeux étaient sauvages, comme s'il avait été pris par surprise, mais pas dans le bon sens du terme. On aurait plutôt dit qu'il était agacé que j'interrompe ce qu'il était en train de faire. J'ai regardé suffisamment de films d'horreur pour savoir que c'est à ce moment-là que j'aurais dû courir, mais je suis resté figé. Nous nous sommes regardés pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Puis, d'une voix grave, il a dit « Tu n'es pas censé être ici ». Quelque chose dans la façon dont il l'a dit m'a glacé le sang. Mais avant que je puisse répondre, il s'est levé, et c'est là que j'ai vu ce sur quoi il était accroupi. Un sac, un de ces grands sacs de randonnée, à moitié ouvert avec des affaires qui débordaient. Et à côté, j'ai du mal à l'écrire, mais il y avait une main humaine. Je ne suis pas fier de l'admettre, mais j'ai paniqué. Mon instinct de survie s'est manifesté, j'ai fait demi-tour et j'ai redescendu le sentier aussi vite que j'ai pu.
Je l'entendais derrière moi, s'enfonçant dans les broussailles, ses pas se rapprochant. Je n'osais pas regarder en arrière, trop effrayé par ce que je pourrais voir. Mes poumons brûlaient et mes jambes étaient comme de la gelée, mais j'ai continué à avancer, priant pour que je revienne sur le sentier principal. Le bruit de ses pas se faisait de plus en plus fort, et juste au moment où je pensais que j'étais fichu, j'ai débouché dans une petite clairière. Il y a eu un silence soudain, comme s'il avait cessé de me poursuivre. Je n'ai pas cherché à savoir pourquoi. J'ai continué à courir jusqu'à ce que je retrouve le sentier familier, où les arbres n'étaient plus aussi proches les uns des autres et où je pouvais à nouveau voir le ciel. Je ne me suis pas arrêté avant d'avoir atteint ma voiture. J'ai pratiquement plongé dans le siège du conducteur et j'ai verrouillé les portes. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à mettre la clé dans le contact. Quand j'ai enfin réussi à démarrer la voiture, j'ai foncé sans même me soucier de laisser des nuages de poussière derrière moi. J'ai roulé jusqu'à la ville la plus proche, où je me suis arrêté dans une station-service et je suis resté assis, essayant de reprendre mon souffle et de donner un sens à ce qui venait de se passer. Finalement, j'ai appelé les flics. Je leur ai tout raconté, le type, la piste, la main, tout. Ils m'ont dit qu'ils allaient envoyer quelqu'un pour enquêter et que je ne devais pas bouger. Quand les policiers sont arrivés, ils ont pris ma déposition et je les ai ramenés au départ du sentier. Mais quand nous sommes arrivés, quelque chose n'allait pas. Le chemin que j'avais emprunté, celui qui menait au type, n'était plus là. Je le jure, il n'était tout simplement pas là. C'était comme si la forêt l'avait englouti, ou peut-être qu'il n'avait jamais été là. Les flics n'ont rien trouvé, ni homme, ni sac, ni main. Ils ont pensé qu'il s'agissait d'une farce. Peut-être que quelqu'un essayait d'effrayer les randonneurs. Mais je sais ce que j'ai vu. Je sais que ce n'était pas le fruit de mon imagination. Depuis ce jour, je n'ai jamais pu retourner sur ce sentier. Je n'ai même plus fait de randonnée depuis. Les bois étaient mon sanctuaire. Mais maintenant, il me semble souillé. Je n'arrive pas à me débarrasser du sentiment qu'il est toujours là, quelque part dans ces arbres, à attendre la prochaine pauvre âme qui s'égarera sur le sentier. Cela s'est passé il y a environ 1 an lors d'un voyage de camping dans le Kentucky en hiver. Ma petite amie de l'époque et 3 de mes amis ont passé un long week-end à faire de la randonnée et du camping. Nous sommes arrivés en voiture un vendredi soir vers minuit et avons monté le camp. Il n'y avait pratiquement personne d'autre à ce camping qu'un jeune couple un peu plus loin sur la route et un homme plus âgé de l'autre côté de la route. Nous avons déchargé les voitures dans l'obscurité, sorti les lampes salées frontales et commencé à monter les tentes. Tout à coup, ma copine a remarqué qu'il y avait une personne supplémentaire parmi nous. Il s'agissait d'une jeune femme qui faisait partie du couple du camping en bas de la route. Elle avait l'air vraiment mal en point. Ses yeux étaient vitreux et sa peau semblait avoir été constamment piquée. Elle s'est présentée et a parlé d'une manière un peu monotone. Dans l'ensemble, elle semblait gentille, mais c'est son petit ami ou son mari qui nous a vraiment fait peur. Après avoir discuté avec elle, nous avons remarqué qu'il se tenait près de notre campement, à l'orée de la forêt, et qu'il nous regardait fixement. Finalement, il est retourné à leur campement, mais il a pris sa voiture et s'est approché de nous avec ses phares allumés. Comme vous pouvez l'imaginer, les feux de route allumés à minuit au milieu des bois vous empêchent vraiment de voir. Sa petite amie a dit qu'elle devait partir et elle est montée dans la voiture avec lui. À ce stade, nous étions tous bizarres, mais pas effrayés. C'est plus tard dans la nuit que les choses sont devenues effrayantes. J'étais dans la tente avec ma copine quand j'ai commencé à entendre une dispute domestique de la part du couple en bas de la route. La situation a rapidement dégénéré en cris. Puis, j'ai entendu un bruit de verre brisé. À ce moment-là, nous étions tous assis et nous nous demandions si nous devions faire quelque chose. J'ai entendu quelqu'un monter dans la voiture. Puis la voiture sort du camping et s'engage sur le chemin de terre qui passe devant le nôtre, projetant de la terre et du gravier contre le côté de notre tente. Le type avait apparemment laissé sa petite amie dans le camping,
car nous pouvions l'entendre sangloter. Ma copine et moi commençons à nous habiller pour aller voir ce qui se passe, mais la voiture remonte la route en trombe et se gare à nouveau devant le camping. Grande panique. Des cris s'ensuivent et nous entendons 2 claquements nets qui ressemblent exactement à des coupes de feu. Je me souviens de la sensation de sang qui s'écoulait de mon visage. Ma copine et moi sommes restés figés dans notre tente, à écouter. Finalement, à notre grand soulagement, nous les entendons recommencer à se disputer. La dispute s'est calmée vers 4 heures du matin et nous nous sommes endormis. Lorsque nous nous sommes réveillés, ils étaient repartis. J'ai demandé à mes copains s'ils avaient entendu ce qui s'était passé. Ils m'ont répondu que je les avais aussi empêchés de dormir. Nous avons préparé le petit déjeuner et commencé à faire nos bagages lorsque l'homme plus âgé de la caravane s'est approché et a commencé à discuter avec nous. Il semblait surpris que ma petite amie soit avec moi et a dit quelque chose du genre « Vous n'auriez pas dû l'emmener. Ce n'est pas sûr pour les femmes ici. Inutile de dire que nous étions officiellement effrayés et que nous avons trouvé une autre zone du parc national où séjourner. » La nuit suivante, nous avons trouvé un joli camping au bord d'un lac et nous avons apprécié le reste du voyage, mais nous avons été certainement secoués par ces rencontres. Il y a quelques années, stressé par l'université et la vie citadine, j'ai décidé de passer un long week-end dans les bois à faire ce que mes amis citadins considèrent comme une folie totale et que nous, les amateurs de plein air, considérons comme le nirvana. Du camping en forêt profonde et gratuit, rien qu'en hiver. Bien que cela ressemble au début d'un avis de disparition, si vous êtes un amateur de plein air expérimenté, c'est en fait assez sûr. Je prends également un plaisir secret à être le guerrier blanc que mon père a toujours espéré que je sois. J'ai toujours détesté le sentiment de claustrophobie qui accompagne le fait d'être une femme en ville, d'éviter le contact visuel, de ne pas marcher seule la nuit. Mais quand on est une fille seule dans les bois, on est responsable. Vous êtes en sécurité dans l'étreinte chaleureuse de votre propre liberté solitaire. C'est du moins ce que je pensais. J'ai passé quelques heures sur les routes, les environs devenant de plus en plus sauvages au fur et à mesure que je conduisais. Je me suis garé dans un fossé bruyant, au bord de la route, et, muni d'une boussole et d'une carte, j'ai marché jusqu'à ce que je sois à quelques kilomètres d'un bon coin de pêche sur glace. J'étais à au moins 4 miles de la route. J'ai établi un campement extrêmement discret dans une clairière, avec juste un petit trou dans la neige pour ma petite tente et mon petit feu de camp. Après 2 belles journées de randonnée et de détente autour du camp, je me suis rendu au point de pêche. Tout était dans un calme hivernal total. Après environ 1 kilomètre de marche dans la neige, j'ai célébré en silence mes compétences en matière de boussole. Lorsque je suis arrivé à l'endroit exact où je m'étais rendu, j'ai percé un trou dans la fine croûte de glace et je me suis mis à pêcher. Ma première prise ne s'est pas fait attendre. Après quelques semaines passées sous une surface gelée, les poissons ont faim. Je me sentais étrangement fatigué et nerveux, alors j'ai décidé de nettoyer le poisson sur le champ et de le ramener directement au camp pour le cuisiner. Je me suis rapidement rendu compte que mes compétences en matière de préparation du poisson étaient au mieux rouillées. J'ai maudit mon manque de préparation en me coupant pour la 2e fois, mais quelque chose dans mes sens périphériques m'irritait. Mais j'étais très concentré sur ma tâche, me concentrant sur les mouvements dans le désordre glissant. La chose dans ma périphérie devenait de plus en plus irritante, comme le bourdonnement d'une mouche ou les jacasseries d'un frère ou d'une sœur. J'ai sculpté, taillé et tranché ma main fraîchement ouverte, tandis que le poisson glissait de mes mains vers la neige. Frustré, je me suis mis à crier « Va te faire foutre avec ton sifflement, tu veux ?» Le silence a repris. C'est alors que mon cœur s'est arrêté. Vivant dans un quartier universitaire, je m'étais tellement habitué au bruit blanc que je n'avais pas réalisé à quel point ce son était inapproprié dans son contexte. Le silence m'a pesé et j'ai commencé à transpirer. La seule raison pour laquelle un humain se trouverait aussi profondément dans les bois
serait de chasser, et aucun chasseur ne se trahirait de la sorte. Et s'il sifflait pour une autre raison, n'aurait-il pas dû réagir à mon emportement, crier quelque chose de vulgaire en retour? S'excuser? Non, rien. Juste l'immobilité totale des bois. Le silence, aussi pur qu'il l'était auparavant. J'ai parlé, ne sachant pas si j'avais mal entendu les gazouillis d'un oiseau ou quelque chose comme ça. J'ai décidé que le poisson était une cause perdue, j'ai mis mon équipement sur mon épaule et je me suis dirigé vers le camp. Je me suis enfoncé dans les bois et, à environ un quart de mile du camp, j'ai vu une grosse masse qui dépassait de la neige. Appréhensif mais attiré comme un papillon de nuit par la flamme, je me suis approché de ce qui se matérialisait dans le lointain comme un orignal tué. Un très, très bon élan tué. Un tir net dans l'œil retourné. Il me regardait fixement. Il me regardait et disait quelque chose. Quelque chose qui m'imposait un sentiment d'effroi, mais un effroi que je n'arrivais pas à traduire. J'ai couru. J'ai couru vite et fort dans la neige, dans les bois, tout se ressemblait. Je savais que j'allais vers le sud et que j'avais dépassé le camp à l'est. J'ai regardé à ma gauche et j'ai vu ma voiture 50 mètres plus loin et j'ai parcouru les 15 miles solitaires jusqu'au premier motel que j'ai vu, car je n'avais aucune de mes affaires et aucune idée de la raison pour laquelle j'avais abandonné le navire comme ça. Ce n'est qu'en regardant des publi-reportages ce soir-là que tout a commencé à s'arranger. Pourquoi le service des parcs délivrait-il des permis de camping gratuits pour la même partie des bois qui l'autorisait? La chasse à l'élan a défié toutes mes connaissances rudimentaires en matière de chasse. Même avec la neige pour le refroidir, la décomposition commence rapidement pour un animal de cette taille. Vous auriez le temps de prendre quelques photos, mais vous voudriez que l'animal soit habillé rapidement. Pourquoi tuer un élan à 5 miles dans la forêt? Comment pourriez-vous le traîner jusqu'à la route le lendemain matin? Privé de sommeil et paranoïaque, je décrivais tout ce que j'avais vu et cru entendre. Le garde forestier, très confus, semblait plus contrarié par la chasse illégale que par mes divagations de citadine folle. Il m'a dit qu'il voulait venir me chercher pour que je l'emmène à l'endroit où je pensais que le gibier avait été tué. Je lui ai répondu que je ne le ferais que s'il apportait un fusil. Il a soupiré d'exaspération et m'a dit quand le rencontrer. Nous sommes donc partis dans les bois à bord d'un véhicule tout-terrain, avec moi maladroitement à l'arrière, comme si j'étais à l'arrière de la moto la plus maladroite du monde. Nous sommes arrivés à une grande empreinte dans la neige, là où se trouvait l'élan. Il y avait du sang partout. Il y avait aussi la trace distincte de la carcasse traînée. Les marques de traînée formaient une traînée lisse dans la neige, comme si la carcasse était sur une bâche. Le garde forestier m'a dit qu'il devait me ramener maintenant et il m'a demandé où se trouvait mon camp. Je lui ai indiqué la direction des traînées. Il semblait enfin partager mon malaise. De retour à l'hôtel, j'ai lavé mes vêtements dans l'évier et je me suis préparé à rentrer chez moi. Au matin, un numéro inconnu a appelé mon téléphone. C'était le garde forestier. L'élan avait été traîné jusqu'à mon emplacement de camping. Il a décrit la scène comme un énorme gâchis. Il n'était pas sûr qu'un animal ait contribué à ce désordre. Mais une chose était claire. Quelqu'un avait pénétré dans ma tente avec un couteau. J'ai demandé ce qu'il en était du reste de mes affaires et il m'a répondu d'un ton sombre. « Vous ne voulez pas les récupérer. Elles sont couvertes de saleté d'élan. » Alors, que se passe-t-il maintenant? Eh bien, mademoiselle, on va juste garder un œil sur ce type. Je n'ai jamais entendu parler ou vu quelque chose comme ça avant, et je suis vraiment désolé que ce soit arrivé. Et c'est tout. Pas de conclusion. Aucune explication. Au cours des années qui ont suivi, j'ai essayé toutes les formes de raisonnement possibles. Un chasseur qui avait besoin d'aide, mais qui savait que j'étais déjà parti. Un psychopathe dérangé qui cherchait à faire son deuxième meurtre. Je ne sais toujours pas pourquoi je n'ai pas entendu le coup de feu. Le sifflement m'est resté en mémoire.
Mais était-il vraiment réel? Une question à trouver une réponse définitive. Je n'irai plus jamais seul dans les bois. Dans le cadre d'un travail, je devais me rendre d'un site à l'autre pour effectuer de petites améliorations sur les étagères de toutes les pharmacies de Californie. J'en suis à environ 1 mois de contrat et j'ai plus de 160 km à parcourir à travers les séquoias jusqu'à mon prochain site. Pendant que je conduis, je remarque que je sens une légère odeur de moisi sur moi. Si je peux le sentir, ce sera 100 fois pire. Je dois trouver un moyen de prendre une douche et de me changer avant d'arriver au prochain endroit. J'ai parcouru une 40aine de kilomètres sur cette portion d'autoroute isolée à travers les séquoias lorsque j'ai vu un panneau indiquant un camp à la prochaine sortie. Je prends la sortie pour voir s'il y a une douche. Je m'arrête dans ce petit camp qui compte environ 15 emplacements, tous serrés les uns contre les autres en cercle. C'était un camp horrible, mais il était désert et il y avait une douche, donc c'était parfait. Je prends une serviette et des vêtements de rechange et je me dirige vers le bâtiment des bains. En m'approchant, j'entends l'eau couler. J'arrive dans le bâtiment et il y a quelqu'un dans l'une des cabines qui prend une douche. C'est vraiment bizarre. Le camp est désert. Pas de voiture, pas de tente. On est en plein hiver et on est à des kilomètres de la civilisation. Qui peut bien se trouver là-dedans? Il doit s'agir d'un cultivateur d'herbes, peut-être d'un sans-abri. Y a-t-il des laboratoires de méthamphétamine dans les séquoias? Je ne suis pas encore effrayé, mais mon instinct me dit que c'est très bizarre. J'ai décidé d'utiliser l'une des douches situées à quelques mètres de lui. Je suis rassuré par le fait que les portes sont en métal épais et dotées d'une serrure à peine très solide. La douche fonctionne avec des pièces LOL Nice California. Je me déshabille et glisse quelques pièces dans la fente et l'eau se met immédiatement à couler. Une seconde plus tard, j'entends quelqu'un se débattre et crier. Putain! Oh non! J'ai dû lui voler son eau chaude, me dis-je. Je me sens mal, mais je ne peux pas l'arrêter. Je ne peux plus rien faire. C'est donc avec inquiétude que je passe sous l'eau en me demandant ce qui se passe dans la tête de l'autre type. Je n'ai pas besoin d'attendre longtemps pour le savoir. Je suis sous la douche depuis 1 minute environ. Il y a un énorme choc contre la porte métallique de ma douche, suivi d'un hurlement de l'autre qui se demande ce qu'il a bien pu faire et qui frappe à plusieurs reprises. Et il frappe à plusieurs reprises. Ce type essaie de défoncer ma porte. Je suis pétrifié. Je sors de la douche et reste debout près de la porte, trempé et nu, les poings levés au cas où il entrerait. Les mots me manquent pour exprimer à quel point je me sentais mal à l'aise à l'idée de me battre nu. Je n'arrêtais pas de me dire que je devrais essayer d'enfiler mon pantalon rapidement, mais je ne pouvais pas me résoudre à le faire, parce que si la porte cédait, alors que mon pantalon était autour de mes chevilles, je serais absolument détruite. J'ai également réfléchi aux implications d'un combat contre quelqu'un à des kilomètres et des kilomètres du prochain être humain. Je veux dire, quels sont les enjeux? J'ai participé à plus d'une poignée de bagarres dans des bars et j'ai même pris plaisir à boxer avec mes amis. Mais il n'y a jamais eu de réel danger que quelqu'un soit blessé. Tout le monde s'arrête. Ce type va-t-il arrêter de se battre s'il gagne? Est-ce que c'est un combat à mort dans son esprit? J'avais tellement peur que j'ai failli paniquer, mais j'ai essayé de contrôler ma respiration et de me donner les meilleures chances de m'en sortir. Après ce qui m'a semblé être une éternité, il a essayé d'entrer. Même si ce n'était probablement qu'1 minute ou 2, il a arrêté de crier et de frapper. Je l'appelle « Hey mec, je suis désolé. Je te donnerai plus de pièces. » Mais il ne répond pas. J'attends encore quelques minutes et je me détends enfin un peu. Ouf, je me dis qu'il a repris ses esprits. Je reprends ma douche en pensant à la bizarrerie de la situation et en me demandant s'il va m'attendre. Puis je pense à mon camion. J'ai quelques milliers d'euros d'outils à l'intérieur.
Je ne peux littéralement pas me permettre de les perdre, et je suis sûr qu'il est dedans. Il boude, il est mouillé. Je saute de la douche, j'enfile mon pantalon, je claque la porte de ma cabine et je sors en courant vers mon véhicule. Alors que je tourne le coin du bâtiment en direction du parking à toute vitesse, je suis tellement soulagé qu'il ne soit nulle part dans les parages. Il a dû retourner se cacher dans la nature. Cher hippie sans-abri fou de laboratoire de méthamphétamine, calmez-vous, s'il vous plaît.